Lénine, Lénine disait justement que un peuple qui n'est pas organisé ne peut résoudre aucun de ses problèmes. Donc, après avoir théorisé et tout, organisons notre peuple. Organisons-le. Nous n'organisons aucun peuple africain. Les oppositions africaines ont montré qu'elles ne sont pas capables d'organiser. Nonobstant les raisons objectives qui expliquent cela, il y a des raisons subjectives aussi. Les oppositions n'ont jamais réussi à organiser les peuples. De sorte que, lorsque la victoire leur est volée, ils essayent 2 ou 3 semaines de tenir. Après, quand la répression s'abat, tout le monde disparaît. On tue 1 millier, 2 milliers, et puis bon, le reste, bon, voilà, on va pleurer, et puis c'est tout. Et on attend la prochaine échéance pour faire la même chose. Et c'est ainsi de suite. La Guinée, bon, on va avoir quelqu'un comme Dadis. Les Français l'ont porté au pouvoir. Comme il voulait montrer que, bon, il a la poitrine plus large que les autres, bon, les Français lui ont tiré dessus. On a utilisé quelqu'un pour lui tirer dessus et le renvoyer au Burkina. Il est actuellement au Burkina. Et le problème est résolu. Parce que les Occidentaux ne peuvent pas accepter que les nègres humilient un des leurs. Et lorsque Dadis a humilié l'ambassadeur d'Allemagne à Conakry, sa main s'était dite. Voilà. Donc, résolvons nos problèmes. Faisons face à ces problèmes, théorisons suffisamment et organisons le peuple. Peu importe si nous, parce que c'est ça qui doit être la perspective pour nous. Nous ne devons pas être dans une logique de, voilà, que c'est nous-mêmes ou bien nous seuls qui devons obtenir les résultats. Ce qui est important, c'est de tracer des voies pour les générations à venir. Peu importe, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes aujourd'hui, faisons en sorte quand même que nos enfants puissent disposer des outils philosophiques, une voie, tout ça qui leur permettront d'aller. Parce que ce n'est que comme ça qu'on construit un peuple. Ce qui serait souhaitable, c'est aussi que nous édifions les générations qui sont derrière nous. Nous devons les former de sorte qu'elles soient plus puissantes que nous dans la transmission des connaissances et de l'instinct même de survie. Les générations qui sont derrière nous, nous devons les former beaucoup plus que nous-mêmes, nous ne le sommes. C'est que ces générations, nous devons faire en sorte qu'elles soient plus puissantes que nous. Sinon, si les générations qui nous suivent sont plus faibles ou moins fortes que nous, ça veut dire que nous allons vers la destruction. Un peuple ne survit que lorsque les générations successives sont plus fortes que les précédentes. Or, en Afrique, souvent, qu'est-ce qui se passe? Par l'héritage voilà, esclavagiste et colonialiste, qu'est-ce qu'on fait souvent? Les devanciers préfèrent plutôt ne pas transmettre plus de connaissances. Donc, on va les affaiblir pour que, lorsque nous mourons, pour qu'on nous regrette, pour qu'on regrette que, il est mort. C'est lui seul qui a la capacité de résoudre les problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi, Houphouët-Boigny, tout ça, ils ont coulé la Côte d'Ivoire. Pour dire, mais si eux, ils meurent, comme ça, on va les regretter. Et effectivement, on les regrette. Nous devons faire en sorte que les générations qui vont nous suivre, soient plus puissantes. Elles-mêmes aussi doivent former des générations plus fortes. C'est comme ça que le peuple va suivre. Sinon, si on fait ce qu'on fait actuellement, en affaiblissant les générations à venir, en créant beaucoup plus de problèmes pour eux, on ne règle aucun problème, on ajoute, elles aussi viennent, elles créent d'autres pour les générations à venir. Ça veut dire qu'on s'affaiblit. Donc voilà la situation. Voilà quelques éléments que moi je peux évoquer. Maintenant, peut-être pour l'aspect économique. Bon, l'Afrique, l'économie africaine, qu'on ne nous dise pas du n'importe quoi. Le sous-développement n'est pas un retard du développement. Un pays n'est pas sous-développé lorsque, soi-disant, il est en retard par rapport aux pays industrialisés. Si c'est ça, ça veut dire que la France aussi a été un pays sous-développé. Le sous-développement, c'est simple. Le sous-développement, c'est lorsqu'un pays, dans son organisation, son fonctionnement, est exclusivement tourné vers l'extérieur. C'est tout. Il ne faut pas que les économies, les Africains viennent nous raconter le sous-développement, les gens vivent avec moins d'$1 par jour. Et alors, si les gens vivent avec moins d'$1,
ils prennent $1. Ça leur permet d'acheter du pain, d'avoir les comprimés, d'avoir la lumière, d'avoir de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Donc, le sous-développement, c'est pas une question $1 ou de $2, machin. Tout ça, c'est des notions. Le sous-développement, c'est lorsque l'économie d'un pays est extravertie, clairement et nettement. Donc, vous ne vivez que pour produire pour les autres. L'économie africaine est complètement démantibulée. Elle est inorganisée, elle est désorganisée totalement. C'est ça le sous-développement. Donc, le sous-développement a plutôt une cause ou bien des causes beaucoup plus structurelles que conjoncturelles. Donc, si nous ne cassons pas l'ordre établi, c'est-à-dire les structures actuelles, rien ne se fera. C'est dans un cadre où il y aura des règles, le peuple aura décidé, participera au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, au dynamisme de l'économie, tout ça, que les choses vont s'arranger. Donc, en théorisant un peu sur l'économie africaine, l'économie qui fonctionnera pour l'Afrique, c'est cette économie qui n'est, d'ailleurs l'Afrique l'a montré de par le passé, qu'elle n'est ni capitaliste ni socialiste. C'est pour ça que tous les schémas qui ont été appliqués en Afrique n'ont jamais marché. Donc, l'Afrique a un fonctionnement spécifique. C'est la liaison entre l'entreprise ou bien l'entrepreneuriat privé, qui était le champ privé individuel dans l'Afrique impériale, et l'entrepreneuriat collectif, qui était le champ collectif. Et le champ collectif servait à quoi? À résoudre les problèmes de la communauté. On veut construire un puits. Comme on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un champ dont les fruits vont servir à construire ce puits. Et le champ individuel, ça c'est pour les besoins spécifiques individuels, superfétatoires de la famille, etc. C'est comme ça que l'Afrique a fonctionné. C'est tout ça qui a été détruit. Donc, la solution, c'est un retour en arrière. Retour en arrière, non pas dans l'obscurantisme que certains veulent nous faire croire qui était celui de l'Afrique, mais retour en arrière aux sources. Retournons aux sources. Si nous retournons aux sources, nous allons trouver que nos ancêtres avaient fait des choses extrêmement extraordinaires. Voilà. Avant peut-être de continuer avec les questions, j'aimerais revenir sur un point avant qu'on aille sur d'autres questions que tu as soulevé, un point qui me semble assez capital, le radicalisme relatif. Parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup parmi nous. Et tu as parlé de non-complaisance, etc. Mais en même temps, dans ce qu'on peut brosser comme tableau de l'Afrique et de la situation qu'on vit aujourd'hui, il y a les élites, évidemment, qui sont le problème. Mais il y a aussi, à la marge, des problèmes qui concernent aussi le peuple. On dit les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Bon, ce n'est peut-être pas un adage africain, mais je crois qu'un peuple qui est résolument en désaccord, en inadéquation totale avec les dirigeants qu'on lui impose, à un certain moment, il arrive à s'imposer ou il arrive à développer des mécanismes de résistance, même passive. Bon, on les voit dans nos pays, quelquefois, ces résistances passives s'exprimer. Mais s'il y a le problème du peuple qui mérite les dirigeants qu'il a, ça veut dire qu'il y a un problème de l'homme africain. Et je crois que le problème de l'homme africain a été évoqué à quelques reprises. On voit d'ailleurs si ces élites, lorsqu'ils sont dans un hors contexte, ceux qui vivent ici en Europe, qu'ils soient dans l'opposition ou en train de s'acoquiner avec le régime, on trouve à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes états de fonctionnement, etc. La même emprise, quoi, le même côté de chercher, voilà, je suis le président fondateur, etc., de se positionner, de jouer un rôle. Et donc je me dis, s'il y a un problème de l'homme africain, ça veut dire que ce problème, il est aussi au niveau de son identité. Tu as évoqué la question
de la religion, où des gens se définissent comme catholiques, d'autres qui se définissent comme musulmans, etc., et qui arrivent à se bagarrer, à se tuer, à s'entretuer sur cette base-là. Donc, des identités qui deviennent complètement conflictuelles, alors que ce sont des identités acquises, imposées. Alors, je me dis, donc, la question identitaire me semble aussi très importante au niveau des structures. Il faut démanteler les structures, mais il y a aussi le démantèlement des structures identitaires auxquelles il faudrait se livrer. Et à ce moment-là, je me dis toujours, bon, nous sommes entre nous ici, entre individus, les structures identitaires, c'est chacun de nous. Nous nous appelons Jean, Paul, Pierre, etc. Qu'est-ce que tu penses, en ce qui te concerne en particulier, comment se fait-il que ce travail-là, il faut faire du radicalisme radical, hein, pas du radicalisme relatif, si on veut déstructurer, démanteler ou déconstruire nos identités pour mettre en place des identités véritablement africaines, d'autant plus que les identités que nous portons, notamment au niveau de nos noms que nous portons, procèdent par effacement. C'est-à-dire on efface une partie ou la totalité de notre identité pour la remplacer par une autre qu'on met à la place. Le petit nom occidental, arabe, etc. que nous portons efface un nom africain qui devrait être mis en avant. Et je pense que cette question-là est centrale aussi, au niveau des structures identitaires. Comment les démanteler et comment individuellement nous pouvons les démanteler pour, tout justement, quand on parle de renaissance africaine, je dis toujours ça, mais on parle de renaissance, c'est-à-dire naître à nouveau. Un enfant, avant qu'on lui donne une éducation, avant qu'on l'habille, la première des choses qu'on donne à un enfant, c'est quoi? C'est son nom. Et nous procédons avec la Renaissance, avec autre chose. Nous pensons déjà à comment nous allons être et non pas à ce que nous sommes. Comment nous allons nous renommer. Et souvent, les discours sur la Renaissance sautent cette question de l'identité et abordent tout de suite la question des structures générales, les États, les pays, aborder la question de l'unité de l'Afrique, qui sont des questions qui sont réelles, qu'il faut aborder. Mais les questions individuelles sur lesquelles chacun de nous peut, parce que ce n'est pas un Kabila ou un Eyadema ou etc. qui va venir m'imposer un nom. Aujourd'hui, je peux changer de nom. Je peux donner à mon enfant qui naît aujourd'hui un nom qui soit africain et pas qui soit à moitié africain, à moitié arabe ou je ne sais pas quoi. Et donc, sur ce plan-là, nous voyons que même là aussi, où nous avons une certaine liberté, nous n'agissons pas. Sémé Césaire a été le plus grand poète pourfendeur de la colonisation. Bon, il est né avec un nom d'esclave. Cheikh Anta Diop, il a été celui qui a donné la fierté à l'Afrique avec il nous a reliés à l'Égypte ancienne et aux religions africaines, et il est mort musulman. Il y a de quoi se poser des questions. Donc, c'est ça le radicalisme relatif. C'est-à-dire faire des choses où, déjà au niveau de notre propre personnalité, de notre propre identité, on ne voit pas qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller beaucoup plus loin, pour démanteler, déconstruire ce qui a été construit par la colonisation que nous subissons encore aujourd'hui malgré les 50 ans de soi-disant liberté. Voilà, c'est un peu ce que je voulais développer. Pas vraiment développer, mais en même temps te poser la question parce que tu t'appelles Rodrigue. Et donc, comment se fait-il que tu pêches toi-même par ce radicalisme relatif alors que tu dénonces ça auprès des élites qui nous gouvernent? Oui. Je voulais proposer peut-être qu'on regroupe les questions puisque l'heure avance. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde est disponible. Cette question m'a été souvent aussi posée. Mais comme je l'ai dit, je suis d'accord que le contenu et le contenant doivent être en harmonie. Mais moi, là, je pars du principe que le contenu m'importe le plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vois quelqu'un... Moi, je veux écouter ce que la personne veut me dire. C'est que pour moi, le contenu est plus important que la forme.
Donc, je suis d'accord qu'on peut me reprocher ça, on peut me le reprocher. Mais la seule explication que je puisse donner, c'est que le nom Rodrigue, c'est vrai que c'est un nom voilà, qui vient de ce qu'on connaît, mais ce que je donne, ce qui sort de moi, ce qui sort de ma bouche, ce que j'ai en tête, bon, ça, peut-être ça, c'est l'enveloppe. Et que tout ce que j'ai comme identité, tout ça, c'est l'enveloppe. Mais ce qu'il y a en moi, ce que je développe, ce que je veux sortir, ce que je veux faire, bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, bon, m'appeler Rodrigue, je ne sais pas. Bon, peut-être que je serai obligé de, voilà, de me défaire de ça parce qu'effectivement, la question devient de plus en plus. D'autant plus qu'il y a demain voilà. à déconstruire ça. Oui, non, mais c'est lui qui. suivi l'exemple de Mobutu. Ouais. Il a introduit la voilà, politique. mais sauf que c'est que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce que la personne fait et ce qu'il dégage. Tu vois, et il y a des mots, effectivement, avec déconstruit hein, l'identité importée hein, en abolissant les prénoms chrétiens. Mais lui-même, hein, quelle était son action? C'est que moi, voilà, ce geste, oui, je l'accepte. C'est-à-dire que il faut aussi, moi, je pense que nous devons aussi savoir déjouer un certain nombre de pièges. C'est que les dirigeants africains, souvent, bon, ils veulent, on a entendu, Mobutu dit, Zaïre, plus de Congo, tout ça, Zaïre, hein, le nom machin africain. Après, on va dire, bon, il faut abolir les noms, les prénoms chrétiens. Mais. Je n'ai pas cité une fois Mobutu. Hein. Bon, d'accord, mais bien sûr. Non, mais c'est une façon de. Enfin, c'est une explication que je donne, mais c'est dit que je donne ces références pour dire que. Et Adema tous et Mobutu, tout ça, ils ont aboli les prénoms chrétiens. Mais, quelle a été leur action à l'égard du peuple africain? Mobutu a été le plus grand fossoyeur du peuple. Ce sont ces gens qui nous ont même exposés de façon extraordinairement ridicule. Hein? Mobutu se présente en France. Quelqu'un quelqu'un le prend à la descente de l'avion. Il dit, mais monsieur le président, comment se fait-il que malgré tout le travail que vous faites, vous êtes toujours en forme? Voilà. Et lui-même, il croit qu'on le félicitait alors qu'on se moquait de lui. Ouais, hein, les mêmes qui ont toujours dit oui, mais l'Afrique. Bon, c'est eux qui continuent pas à chanter cher Jacques, alors que Jacques Chirac parle des odeurs hein, des Africains. Donc, moi je pense que, bon, moi, je ne vais pas tout de suite, parce que peut-être si je vais rencontrer un Africain, je ne vais pas lui demander tout de suite de faire le nom, mais je vais d'abord travailler sur son mental pour qu'il ait, voilà, par rapport au problème de l'Afrique, qu'il ait une lecture claire, nette, radicale et précise pour effectivement résoudre le problème. Mais je suis d'accord avec toi, je conviens avec toi que nous devons être en harmonie avec notre milieu et tout. C'est important, mais quand cela ne tient, c'est pas ça la priorité. Voilà. Est-ce que je peux rebondir justement sur ça? Oui. Est-ce que justement, bon, je me présente, je m'appelle Olivier Weguet, je viens du Burundi et je vis dans ce pays depuis plusieurs années. Et puis bon, comme monsieur, je voulais aussi m'excuser pour avoir raté la première partie. Donc c'est pour rebondir justement, parce que vous avez soulevé beaucoup, on a parlé de beaucoup de choses et j'aimerais bien intervenir sur pas mal de choses comme du papier de notes. Est-ce que ça, c'est pas des problèmes de bourgeois, vu les problèmes que nous avons en Afrique? Vraiment, je pense que l'Afrique, nous sommes comme on peut se caractériser d'être riche de cultures diverses, de traditions diverses, de pays divers, de langues diverses. Donc on a cette richesse-là. Qu'aujourd'hui on s'appelle Olivier, moi-même je m'appelle Olivier, et que des compatriotes à moi aient des noms africains, où est le problème? Nous sommes riches de diversité. Et je pense que on ne devrait pas se complexer de ça. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais vous avez raison en même temps. Il y a un combat à mener à ce niveau-là, identitaire, etc. Ça c'est vrai. Mais je me dis que ça peut être des problèmes de bourgeois quand nous voyons tous les problèmes que Rodrigue a cités, a analysé toute cette soirée. Je ne sais pas, on va peut-être en débattre, on va voir où ça peut mener. Ce que je voulais aussi dire, c'est que il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées.
Mais à mon avis,